La Corée du Sud est largement considérée comme un miracle économique grâce à son développement rapide depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Elle est aujourd'hui l'une des économies les plus importantes et les plus avancées, non seulement en Asie, mais dans le monde entier. Elle abrite des industries compétitives au niveau mondial, telles que la construction navale, l'industrie manufacturière de pointe, la finance et la production automobile. Elle a réalisé tout cela en maintenant un niveau d'endettement relativement faible et en traitant avec son cousin du Nord, qui est plutôt belliqueux. Cette réussite économique est l'un des exemples les plus clairs des vertus du capitalisme de marché, de la démocratie et de l'entreprise privée par rapport à l'alternative qui s'est présentée en Corée du Nord, une nation qui, bien que disposant de plus de ressources et d'un lien direct avec des alliés majeurs, est beaucoup plus pauvre que le Sud qui n'a pas bénéficié de ces avantages. Le fait est que, comparé à son rival le plus évident, la Corée du Nord, la Corée du Sud est le modèle d'une économie gérée avec diligence. Mais comparée à n'importe quel autre pays avancé, elle a quelques problèmes. Bien entendu, le signe le plus récent de ces problèmes a été la déclaration de la loi martiale et le procès en destitution qui s'en est suivi au début de ce mois. Il s'agit là d'événements majeurs pour une économie supposée stable. Mais en réalité, il ne s'agit là que des résultats les plus visibles au niveau mondial d'un pays qui doit faire face à de nombreux problèmes fondamentaux en même temps. Un pays dont la prospérité économique a peut-être été davantage une exception fabriquée que le résultat naturel de ce qu'il a fait différemment du Nord. Le miracle économique de la Corée du Sud n'est probablement pas tant l'histoire d'une économie miraculeusement bien gérée que celle d'un miracle qui a duré aussi longtemps, et pour s'en rendre compte, il faut comme toujours examiner quelques détails clés. Donc, comment la Corée du Sud est-elle parvenue à son succès économique en dépit de tant de problèmes ? Ces problèmes sont-ils en train de rattraper le pays ? Et enfin, comment ces problèmes sont-ils renforcés par la dynamique politique précaire du pays ? Il serait simple de dire que la nation de la Corée du Sud, telle qu'elle existe aujourd'hui, a réellement commencé en 1953 à la fin de la guerre de Corée, lorsque la péninsule a été divisée entre les communistes du Nord et la coalition des capitalistes du Sud. Mais il y a beaucoup plus que cela. Pour commencer, la guerre n'a jamais vraiment pris fin. L'armistice a permis l'échange de prisonniers et un cessez-le-feu qui s'est poursuivi jusqu'à ce jour, mais les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. Maintenant que les commentaires critiques ont été réduits au silence, le problème plus tangible de cette histoire simplifiée est qu'après la fin de la guerre, la Corée du Sud n'est pas immédiatement devenue le phare brillant de la démocratie et du marché libre qu'elle est aujourd'hui. Elle a connu pas moins de 5 gouvernements différents, tous brisés par des coups d'État, des élections douteuses et des dirigeants autoritaires, avec des parades militaires et des cultes de la personnalité. Si l'un de ces mouvements parvenait à se maintenir au pouvoir suffisamment longtemps pour asseoir sa position, il n'y aurait aucune raison de croire que le Sud serait moins une dictature que le Nord. Les politiques économiques de ces gouvernements autoritaires ne semblent pas non plus très différentes, avec des plans quinquennaux et une forte concentration sur l'industrie lourde. Si l'instauration de la loi martiale observée au début du mois était réellement mise en œuvre, il s'agirait en fait d'un retour à la normale historique pour la Corée du Sud, plutôt que de quelque chose de totalement inédit. Pendant longtemps, la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont beaucoup rassemblés, et le Nord était en fait plus productif grâce à sa plus grande concentration de ressources naturelles et à sa connexion directe avec les grandes puissances que sont la Chine et l'URSS, ce qui lui permettait d'échanger ses ressources directement à travers une frontière terrestre. Malgré toutes ces turbulences, il y avait bien sûr des différences qui ont finalement permis à la Corée du Sud de devenir aussi riche qu'elle l'est aujourd'hui, alors que la Corée du Nord a stagné. Le premier grand avantage, que l'on oublie parfois, est que le Sud a reçu une aide importante des États-Unis, à la fois en termes de transfert de capitaux, mais aussi d'aide militaire et de savoir technologique. Bien sûr, tout cela se passait pendant la guerre froide, lorsque la Corée du Sud représentait une tête de pont commode contre l'expansion du communisme, de sorte qu'il ne faisait pas cela de gaieté de cœur. Mais quoi qu'il en soit, cela a donné un grand coup de pouce à ce qui était autrement une économie relativement pauvre. Aujourd'hui encore, les États-Unis maintiennent une forte présence militaire en Corée du Sud, avec plus de 24 000 soldats stationnés dans ce pays, ce qui les place juste derrière le Japon et l'Allemagne en termes de personnel étranger déployé. Il s'agit en soi d'une forme indirecte de relance, puisque ces hommes et ces femmes sont payés par le ministère américain de la Défense, mais dépensent au moins une partie de leur argent dans l'économie coréenne, sans parler des milliards de dollars versés aux entrepreneurs locaux pour maintenir ces bases opérationnelles et approvisionnées.
Pour être juste, l'armée américaine dispose toujours d'un avant-poste agréable dans une région géopolitiquement sensible et la Corée couvre elle-même certains coûts opérationnels, en particulier lorsqu'il s'agit de former son personnel, mais en fin de compte, il s'agit aussi d'une forme d'aide étrangère joliment déguisée. L'autre grand avantage de la Corée du Sud sur son cousin problématique du Nord est qu'elle a fini par se libéraliser, en commençant par restaurer les droits civils et en organisant des élections honnêtes à la fin des années 1980. Ainsi, non seulement la population a bénéficié d'une plus grande liberté économique, mais le pays lui-même s'est engagé plus ouvertement dans la communauté internationale. Les parallèles entre l'ouverture des économies sud-coréennes et chinoises à la même époque sont franchement saisissants, et la seule raison pour laquelle ils ne sont pas comparés plus souvent est probablement simplement parce que l'histoire chinoise avait un marteau et une faucille, ce qui rend le récit plus convaincant sur l'importance d'embrasser le marché libre. Deng Xiaoping, le visage de la révolution économique moderne de la Chine, a déclaré que la prospérité commune serait atteinte en laissant certaines personnes s'enrichir en premier. En Chine, ces personnes étaient, sans surprise, des dirigeants du parti politiquement bien connectés qui ont bénéficié des premières industries privatisées du pays. En Corée du Sud, les premiers à s'enrichir ont été les familles industrielles politiquement bien connectées qui possédaient les chaebols. Bien que des entreprises comme Hyundai, Samsung, LG, Lotte et Kumho soient des entreprises privées depuis leur création, elles ont été sélectionnées par le gouvernement pour bénéficier de protection et de privilèges spéciaux. On espérait que ces entreprises contribueraient à la reconstruction de l'industrie nationale après la guerre de Corée, et le gouvernement a joué un rôle actif en leur fournissant les ressources nécessaires pour y parvenir. Cela a évidemment rendu ces entreprises et leurs familles incroyablement riches et politiquement influentes, et nombre d'entre elles avaient un pouvoir plus constant sur l'économie que les différents gouvernements qui se sont succédés au cours du siècle dernier. Lorsque la Corée du Sud a commencé à s'ouvrir au commerce mondial à la fin des années 80, ces entreprises ont étendu leurs activités et ont réussi à faire de la Corée une puissance industrielle, tout en s'enrichissant considérablement. Le moment choisi pour la libéralisation de la Corée a également été un véritable miracle. Ces entreprises avaient eu suffisamment de temps pour acquérir un savoir-faire technique, leur main-d'œuvre était encore bon marché et donc compétitive au niveau mondial, et la Chine était encore à une dizaine d'années de devenir l'atelier du monde, en particulier dans les industries plus techniques que la Corée a fini par dominer, telles que la construction navale, l'électronique et l'automobile. Comme si leur timing n'était pas déjà suffisamment fortuit, quelques années auparavant a été signé l'accord du Plaza, un accord entre les principales nations occidentales et le Japon, pour permettre à la valeur du yen japonais d'augmenter par rapport au dollar américain et par extension à ses autres monnaies également. Cet accord a été conclu parce que les exportations japonaises avaient commencé à dominer le marché mondial et que leur monnaie artificiellement peu coûteuse les aidait à maintenir ce qui était considéré comme un avantage injuste. La Corée du Sud n'a pas conclu les mêmes accords, de sorte que le Japon a perdu son avantage concurrentiel et a pu s'imposer et concurrencer la superpuissance asiatique qui, à l'époque, était déjà beaucoup plus riche et donc plus chère à produire. Aujourd'hui, les exportations japonaises à bas prix perdent du terrain au profit des exportations coréennes à bas prix, qui, à leur tour, perdent du terrain au profit des exportations chinoises à bas prix. C'est tout simplement la réalité de la mondialisation. Heureusement pour la Corée, elle est parvenue à développer ces industries qui se concurrencent sur la base d'une technologie de pointe, d'une expertise et d'une image de marque plutôt que d'un simple prix, de sorte qu'elle est parvenue à maintenir et même à développer sa production à valeur ajoutée. Mais le parcours chaotique qu'elle a suivi pour y parvenir l'a encore accablée d'une longue liste de problèmes. Les méga conglomérats de Corée du Sud ont pu être un outil efficace pour faire avancer les ambitions industrielles, mais ils sont effectivement devenus des monopoles sanctionnés par l'État, avec tous les inconvénients des entreprises publiques, combinés à tous les inconvénients des entreprises privées qui recherchent le profit à tout prix. Le premier problème typique des entreprises de cette taille est qu'elles n'ont pas de véritable concurrence et qu'elles peuvent donc facturer ce qu'elles veulent aux dépens du consommateur. La bonne nouvelle, c'est que la Corée du Sud est une économie essentiellement tournée vers l'exportation, ce qui signifie que les problèmes typiques de tarification monopolistique ne sont pas vraiment un sujet de préoccupation dans le pays. Les chaebols ont également tendance à être de grands conglomérats qui étendent leurs activités à plusieurs marchés plutôt que d'en dominer un seul. Samsung est peut-être mieux connue en tant qu'entreprise technologique, mais elle est également présente dans la finance, l'assurance, la production militaire et même la construction navale,
de sorte que, bien qu'elle soit massive, elle doit toujours faire face à la concurrence de ses activités, et bien sûr à des rivaux mondiaux. Mais il y a un problème encore plus important avec les méga-entreprises qui contrôlent l'économie coréenne. Elles n'ont peut-être pas de pouvoir monopolistique sur les consommateurs, mais elles en ont sur les travailleurs. Ces grandes entreprises mondiales paient beaucoup mieux que les petites entreprises locales, de sorte que la concurrence pour obtenir un emploi dans l'une de ces entreprises est insensée. Les gens passent des examens intensifs au lycée pour entrer dans les meilleures universités, puis passent des examens distincts pour l'emploi juste pour être pris en considération pour un entretien dans une entreprise comme LG, Samsung ou Hyundai. En dehors de devenir médecin ou avocat, les emplois dans ces entreprises sont considérés comme l'un des seuls moyens d'avancer dans une société extrêmement compétitive. Outre le fait qu'elle constitue un énorme problème social dont nous devrons discuter plus tard, cette concentration industrielle pose des problèmes économiques très immédiats. Si les gens passent toute leur vie à essayer de décrocher un emploi dans l'une de ces entreprises, cela signifie que beaucoup de talents sont détournés de la création de nouvelles entreprises, qui pourraient introduire de nouvelles technologies. Outre la main-d'œuvre, ces chaebols absorbent également beaucoup de capitaux. Ces organisations ont tendance à s'endetter lourdement pour s'étendre à toutes ces industries à forte intensité de capital. Quelque chose comme la construction navale, l'une des plus grandes industries du pays, nécessite une énorme quantité d'argent non seulement pour construire les chantiers, mais aussi pour financer les navires eux-mêmes avant qu'ils ne puissent être vendus à leur acheteur final. La taille de ces conglomérats leur permet d'accéder facilement à cet argent par le biais de prêts, et comme le secteur financier les considère comme trop grands pour faire faillite, ils sont heureux de leur accorder des prêts plutôt qu'à d'autres entreprises plus petites. En Corée du Sud, la dette publique par rapport au PIB est relativement faible pour une économie avancée, mais la dette des entreprises par rapport au PIB, provenant principalement de ces méga-entreprises, est l'une des plus élevées au monde. Comparativement, aujourd'hui, même la Chine a une plus grande culture de création d'entreprises pour produire de nouvelles technologies, et beaucoup de ces entreprises ont connu un grand succès. Un autre problème est que cela signifie que l'économie n'est pas très diversifiée. Le chiffre d'affaires du groupe Samsung représentait à lui seul plus de 22% du PIB total du pays en 2022. Ceci est souvent interprété à tort comme signifiant que Samsung est responsable de 20% de l'ensemble de l'économie du pays, ce qui n'est pas vraiment la façon dont le PIB fonctionne techniquement. Le chiffre d'affaires est simplement le montant total d'argent qu'une entreprise rapporte en vente de premier plan, alors que le produit intérieur brut s'intéresse à la valeur ajoutée réelle. En théorie, Samsung aurait donc pu se contenter de vendre un grand nombre de téléphones importés de Chine, engranger beaucoup de recettes, et en réalité avoir un impact négatif sur le PIB, puisque les importations sont soustraites de la production totale. Un exemple encore plus stupide est celui d'une entreprise qui vendrait des billets de 20 $ pour 10 $, en vendrait 1 milliard et revendiquerait des revenus de 10 milliards de dollars, sans pour autant contribuer à la productivité économique ou gérer une entreprise particulièrement durable. Mais les détails techniques mis à part, Samsung est en fait un énorme exportateur, une composante du PIB, et sa valeur ajoutée par la fabrication et les services représente une solide part de son revenu total. Ainsi, même si l'affirmation 20% de l'ensemble de l'économie coréenne est un peu exagérée, il est plus que juste de dire que Samsung et une petite série d'autres entreprises n'exercent pas seulement une influence déraisonnable sur l'économie coréenne, mais qu'elles sont l'économie coréenne. Au fil du temps, cela a également créé une mauvaise culture avec les partenaires mondiaux. Parce que les chaebols coréens sont tout simplement trop grands pour faire faillite. Ils bénéficient d'un traitement spécial de la part du gouvernement, ce qui rend très difficile la concurrence des entreprises étrangères sur le marché national. À la suite de la crise financière asiatique de la fin des années 1990, le FMI a posé des conditions sur la manière dont le gouvernement pourrait travailler avec ces entreprises à l'avenir, et il a dû accepter ces conditions dans le cadre de son prêt de sauvetage de 60 milliards de dollars. À l'époque, c'était beaucoup d'argent pour des renflouements financiers. Le fardeau que ces entreprises anciennes, lentes et trop grandes pour faire faillite font peser sur l'économie coréenne a été très bien documenté, mais il est pratiquement impossible de se défaire de leur influence. Dans le pays, ces entreprises bénéficient d'un large soutien populaire, car elles sont considérées comme celles qui ont rendu la nation aussi riche qu'elle l'est aujourd'hui, ce qui n'est pas faux. Lorsqu'une économie est pauvre, la promotion de quelques industries de base comme celle menée par ces chaebols est un bon moyen de créer une base solide d'emploi, d'exportation et d'affaires. La Corée du Sud a également eu la chance que les industries dans lesquelles elle a décidé de tout miser se soient très bien comportées au cours des 3 dernières décennies.
La technologie, et en particulier les smartphones, le transport maritime mondial et les voitures économiques, ont tous connu une croissance massive du marché. Mais à terme, elle doit se livrer à une concurrence loyale, faute de quoi elle deviendra lente et paresseuse. La Corée est toujours compétitive dans tous ses secteurs, mais elle n'est plus dominante comme elle l'était autrefois. Elle commence à stagner. Sa population vieillit, les investisseurs hésitent à investir dans le pays, et tout comme elle est devenue le nouveau Japon, la Chine est en train de devenir la nouvelle Corée en fabriquant des voitures encore moins chères, des téléphones plus performants et en investissant des milliards dans la construction de navires. La Corée est également devenue une économie à haut revenu où les gens veulent recevoir un salaire décent pour compenser l'augmentation du coût de la vie. L'ampleur et le poids de ces entreprises ne font qu'aggraver tous ces problèmes. Le miracle du fleuve Han a fait de la Corée du Sud ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'une des économies les plus prospères du monde. Mais un marché faustien a été conclu avec ces entreprises, ce qui signifie que, franchement, c'est un miracle qu'il ait duré aussi longtemps. Ils ont encore un grand avantage sur leurs principaux concurrents, et c'est tout simplement la politique. Aussi friables que soient leurs industries, l'Occident, et en particulier les États-Unis, est beaucoup plus intéressé à faire des affaires avec un allié solide qu'avec un adversaire perçu comme tel. En interne, c'est un peu plus compliqué bien sûr. La vraie raison pour laquelle ces entreprises sont si peu surveillées est tout simplement leur immense influence politique. Ils ont pu s'en tirer en tirant les ficelles du pouvoir lorsque l'économie était en pleine croissance. Mais depuis qu'elle stagne, les gens se rendent compte qu'ils se battent pour un gâteau qui n'est plus en train de croître. Malheureusement pour le pays, cela pourrait signifier que l'instabilité politique à laquelle nous avons assisté au début du mois n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui est à venir. Car la nation est divisée sur la manière de retrouver cette grandeur, ce qui pourrait à son tour aggraver tous ces problèmes économiques bien réels. Nous essayons d'éviter la politique sur cette chaîne, mais nous avons réalisé une vidéo complète sur notre chaîne partenaire Context Matters où nous expliquons la dynamique politique bizarre et peut-être dangereuse de la Corée du Sud. Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé par ce genre d'analyse, et vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!